Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Chrono Citoyen du programme Présimètre de Diaconia, troisième de la série d'émissions que nous faisons chaque dimanche à pareil moment. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture, de sécurité alimentaire, pour ne pas dire d'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire comment faire pour que l'agriculture burkinabé puisse contribuer effectivement à nourrir convenablement les Burkinabés. C'est le thème de cette émission. Plus exactement, les mesures, c'est-à-dire quelles sont les mesures pour pouvoir faire face à la crise alimentaire et atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Cette émission, je dis bien, c'est une initiative du programme Présimètre de l'ONG Diaconia avec l'ensemble de ses partenaires, et ça se passe sur TV, le numéro 254 du Boukele Canal+, et sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso. Alors, pour parler de cette émission, nous avons des invités, comme toutes les autres invités. Nous avons avec nous Monsieur Jean-Bruno Guigma, il est consultant en développement agricole et rural. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre présent. Avec nous également Monsieur Lucien Silga, il est le coordonnateur de FIAN Burkina, une ONG qui œuvre pour le droit à l'alimentation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent. Avec nous également M. Marc Gansonré, agriculteur, pour ne pas dire cultivateur. Il est secrétaire général de la CPF, la Confédération paysanne du Burkina Faso. Bonsoir M. Gansonré. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent. Il faut signaler que le ministère nous a fait faux bon parce que le département dirigé par M. Salifou Ouedraogo n'a pas daigné répondre à notre invitation. Les techniciens également qui devraient pouvoir faire face à cette émission, pouvoir venir à cette émission, n'ont pas pu faire le déplacement. Donc nous allons tenir cette émission sans le ministère qui pourtant avait un rôle important à jouer par rapport à nous disséquer certains éléments contenus dans la politique agricole au niveau du Burkina Faso. Qu'est-ce qui a été fait en termes de maîtrise de l'eau et en termes de soutien à ce monde paysan? Malheureusement, le ministère n'est pas là, mais ça n'empêche pas que nous puissions tenir cette émission. Il faut dire que le Burkina Faso est un pays agricole et c'est peu de le dire. 82% de la population active se consacre à l'agriculture qui contribue pour 35% au produit intérieur brut, le PIB. Mais qu'est-ce qui fait que cette agriculture majoritairement familiale n'arrive pas effectivement à faire en sorte que le Burkinabé puisse se nourrir convenablement? Il faut compter sur les importations pour combler le gap. Et donc, il y a des choses à y voir. Qu'est-ce qui se passe? Problème de maîtrise d'eau. Est-ce que c'est un problème également de maîtrise? On parle de semences améliorées. Est-ce que c'est la technologie qui fait défaut? C'est l'innovation qui manque ou bien c'est une affaire de volonté politique? Nous allons passer tout cela au peigne fin au cours de cette émission. Vous qui nous suivez, vous pouvez prendre part à cette émission. Un numéro va s'afficher tout de suite, donc vous pouvez appeler à ce numéro, mais aussi sur la plateforme Présimètre de Diaconia, donc de Présimètre, pour pouvoir poser vos questions. Nous allons les lire et répondre en ce qui concerne cette émission. Encore une fois, madame, messieurs, bienvenue à cette émission et nous allons camper le décor en faisant déjà connaissance avec nos invités. Je vais voir monsieur Lucien Silga, coordonnateur de FIAN Burkina. Alors, nous allons prendre connaissance avec votre structure avant d'aller en profondeur avec le sujet qui nous retient. Mais nous voulons savoir ce que c'est que FIAN Burkina. Ok, merci beaucoup. Alors, permettez-moi de remercier l'ONG Diaconia. Merci. D'avoir pensé associer FIAN Burkina Faso à cette émission. Alors, FIAN, c'est un sigle en anglais qui veut dire Food First Information and Action Network, qui veut en français réseau d'information et d'action pour la nourriture en priorité. Littéralement traduit, c'est ça. Mais ce n'est plus un réseau, c'est une ONG de droit allemand, institutionnalisée depuis 1989. Et la section du Burkina Faso existe depuis 2009. Alors, nous œuvrons pour la promotion et la défense du droit à l'alimentation. Ça veut dire, de façon succincte, le droit à pouvoir se nourrir soi-même, c'est-à-dire par ses propres moyens, et en cas de nécessité, avec l'aide de l'État. Cela veut dire que nous défendons le droit de toute personne à pouvoir avoir accès aux ressources productives de la nourriture, telles que le foncier, les terres arables, l'eau pour produire, technologie adaptée,
les semences convenables pour pouvoir produire. Maintenant, lorsque la production n'a pas suffi pour se nourrir soi-même, il est de l'obligation pour l'État de venir en aide aux personnes qui sont justement dans le besoin. Alors nous travaillons dans le plaidoyer pour l'agriculture familiale, pour une agriculture agroécologique, et nous aussi soutenons les personnes qui sont souvent victimes à la déviction forcée, d'accaparement des terres, voilà, dans la revendication de leurs droits. Voilà en gros ce que FIAN fait comme travail. Merci. Alors, la CPF est bien connue, la Confédération paysanne du Faso. Bon, je ne sais pas s'il faut un résumé de présentation. Bon, c'est pas évident que tous ceux qui nous écoutent savent exactement ce que c'est que la Confédération paysanne du Burkina Faso, la CPF, et qu'est-ce qu'elle fait exactement. Alors, nous allons écouter M. Gansonré avant de continuer. Très bien, merci. Je crois que c'est encore une occasion pour moi, agriculteur, administrateur à la Confédération paysanne du Faso, de, une fois de plus, faire un rappel de ce que c'est que la Confédération paysanne du Faso, qui n'est rien d'autre, comme son nom l'indique, une organisation confédérale qui réunit aujourd'hui à son sein 16 organisations fêtières d'envergure nationale qui travaillent sur différentes filières afin d'apporter notre contribution à l'alimentation de la population burkinabé. Elle est structurée depuis le village jusqu'au niveau national, et la mission de la Confédération paysanne du Faso, c'est de mener du plaidoyer à l'endroit de l'autorité et de ses partenaires afin que des solutions idoines soient mises en œuvre pour accompagner le développement, le bon développement de l'agriculture à des fins effectivement d'apporter notre contribution pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle dans ce pays. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous êtes consultant dans le domaine agricole et dans le domaine du développement rural. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors, le constat de l'agriculture burkinabé, il y a plusieurs niveaux, il suffit de regarder et puis très rapidement, on a eu une idée de ce que c'est. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, 82% de la population active est dans le domaine agricole. Il y a aussi que ça occupe 35% de notre PIB, le produit intérieur brut, mais il y a aussi d'autres réalités. Alors, est-ce qu'on peut avoir une cartographie de ce domaine-là, vous en tant que consultant qui travaillez depuis longtemps, le constat, les données empiriques sur l'agriculture burkinabé, est-ce qu'on peut avoir une idée? Monsieur Guigma. Merci, Monsieur Bourma. Disons que cette agriculture, comme vous l'avez dit, est familiale et également, à l'heure actuelle, elle est tournée vers le marché. C'est ce qui complique un peu certaines choses, puisque quand vous travaillez pour le marché, il y a un certain nombre d'investissements qu'il faut faire pour pouvoir avoir en termes de quantité et de qualité. Et sur ce plan, ça amène des fois ces agriculteurs-là, nos producteurs, à s'endetter pour pouvoir mener à bien l'activité agricole. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire la situation économique a mené la politique de se tourner vers le marché. Et cela, c'est pourquoi? C'est pour inciter la production. Puisque vous avez parlé tout de suite d'autosuffisance, il faut dire que cette notion-là, elle est un peu aux oubliettes parce que c'est compter. Quand on dit l'autosuffisance, c'est compter sur la production nationale totale. Oui, totale. Alors que nous sommes dans un monde d'échange. Et même, il faut dire que la nature a horreur du vide. Quand il y a du surplus, il faut amener vers les zones déficitaires.
Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis qu'actuellement, l'autosuffisance, là, elle est un peu... pas où elle est aux oubliettes, parce qu'on l'emploie. Actuellement, c'est le concept de sécurité alimentaire. Concept de sécurité alimentaire. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une différence. C'est comme je vous ai dit, il y a la source d'approvisionnement. Quand c'est l'autosuffisance, c'est la production nationale totale. Donc on compte l'intérieur. Par contre, quand c'est la sécurité alimentaire, les sources d'approvisionnement sont multiples. Il y a d'abord les importations commerciales, il y a l'aide alimentaire. Je ne peux que citer ces... Donc vous voyez un peu la différence. C'est ce qui a amené, vers les années 80, on parlait d'autosuffisance alimentaire. Mais on s'est rendu compte que est-ce qu'on peut compter uniquement sur la production intérieure? C'est la grande question. Donc, la politique de l'État, c'était d'inciter pour cette production-là. Mais il s'est rendu compte que les prix des produits-là ne sont pas aussi acceptables. Puisque c'est incité, puisque pour que le producteur produise beaucoup, il faut qu'il soit rémunéré en conséquence par rapport à son travail. Mais le constat, c'est quoi? C'est qu'actuellement, il faut négocier les prix, et surtout avec la Société nationale de gestion des stocks, la SONAGES. Il faut établir d'abord, peut-être la CPF va revenir sur ça, oui. Pour pouvoir pour la mise en vente. Et si cette mise en vente n'est pas incitative, il va sans dire que les gens vont produire d'abord pour la consommation et ensuite voir un peu pour pouvoir avoir des revenus. Donc pour dire en fait au niveau facteur de production avec la sécheresse de 70 a beaucoup creusé encore les difficultés. Donc les producteurs font face à de multiples. Le facteur de production premier, la terre. Actuellement, nous constatons que nous sommes dans un pays sahélien, donc les sols sont arides. Donc il y a un effort pour le rendre arable. Donc vous voyez tout le déploiement technique qu'il faut aux producteurs pour pouvoir être rentable dans son exploitation, puisque c'est une entreprise. D'accord. Et toute entreprise produit des biens. Okay. Et la création de richesses. D'accord. Okay. Nous allons revenir avec vous, mais en attendant, je reste avec votre voisin. Alors, quelles sont les autoréalités de cette agriculture burkinabé, vous qui êtes dans le domaine, M. Gansonré? Très bien, merci. Je ne parlerai pas avec passion, mais je ne peux pas passer sous silence un certain nombre de questions en lien effectivement avec la situation de l'agriculture, de son développement dans notre pays. Il y a que vous avez donné des chiffres tout de suite qui devraient, à notre sens, être un potentiel pour ce pays qui est à vocation agricole, de pouvoir répondre de façon conséquente aux besoins alimentaires de cette population croissante. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une insuffisance de volonté de changer de paradigme dans l'accompagnement pour le développement de cette agriculture. Il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau de paradigme que nous avions constaté qui n'est pas suffisamment pris en compte, c'est au niveau de l'orientation, de la vision prospective et lointaine
et de la question de la souveraineté de notre État à accompagner ce secteur d'activité très vital. Aujourd'hui, nous sommes à des politiques sectorielles qui sont mises en œuvre, qui ne favorisent pas la mise en cohérence, qui ne favorisent pas à un certain moment donné le développement des synergies pour accompagner le développement de cette agriculture. Deuxièmement, vous avez parlé au niveau de l'accompagnement de l'agriculture, l'insuffisance, le manque même d'une politique unique, futuriste pour ce développement induit des négations dans la déclinaison opérationnelle des politiques sectorielles que nous mettons en œuvre. C'est quoi aujourd'hui le constat? Vous ne pouvez pas être aujourd'hui avec 82% d'une population, vous l'avez dit, qui produit environ 80% du besoin de consommation de ce pays sur environ 4 500 000 hectares avec des faibles rendements que nous constatons. La production totale de la campagne passée, c'était combien? Environ 4 800 000 tonnes que nous avions faites pour les produits vivriers. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le moyen matériel que nous avions, le fait que l'agriculture burkinabé n'est pas modernisée, quand on parle de modernisation, ce n'est pas les machines seulement qui font la modernisation d'une exploitation. Nous avons deux types d'agriculture aujourd'hui qui se développent. Il y a l'agriculture familiale, il y a l'agriculture avec l'option d'agro-business qui se développe de façon timide dans ce pays. Mais quel est le résultat que nous constatons? Les deux types d'agriculture, typologies d'agriculture que nous avons, sont confrontés, tous les deux typologies, à des difficultés. D'abord, de sécurisation foncière, quelqu'un l'a dit tout de suite, oui. De l'accès au financement, et quel financement? C'est même pas des financements adaptés, c'est deux. De la disponibilité d'une technologie adaptée. Quand on parle de technologie, c'est les semences, c'est les engrais. Il y a la technique aujourd'hui innovante qu'il faut effectivement accompagner. Il y a aussi le développement de la chaîne de valeur pour accompagner le développement de cette agriculture. Alors, allez-y comprendre qu'aujourd'hui, pour un État comme le Burkina, où l'exploitant agricole, à lui seul, fait environ 95% d'investissement avec des moyens, des fonds propres. On va où avec? Vous avez aujourd'hui des instruments qui sont mis à la disposition des agriculteurs, mais des instruments qui ne sont pas accessibles. Il y a des mesures aujourd'hui qui ne sont pas favorables au développement de l'agriculture. Quand vous prenez simplement les produits financiers même qui sont proposés aujourd'hui, mais ça ne cadre pas avec l'activité de production agricole. Sans oublier que quelqu'un parlait tantôt aujourd'hui, tout de suite, de la valeur même ajoutée de ces produits. On ne peut pas toujours aujourd'hui être dépendant, n'est-ce pas, d'un marché, un marché qui est dicté par les commerçants à l'agriculteur. Aujourd'hui, il doit y avoir des prix minimum incitateurs à l'agriculteur pour qu'il y ait un retour d'investissement dans ce qu'il a fait. Mais malheureusement, force est de constater que s'il pleut bien, vous-même qui êtes en ville, vous voulez acheter le riz ou le mil à des bas prix. Mais il y a un retour d'investissement. Il y a un retour d'investissement. Alors que M. Guigma dit que c'est une agriculture qui est maintenant orientée vers le marché, nous allons revenir. Alors, M. Silga, en plus de ce qu'ils ont donné comme réalité de l'agriculture burkinabé, est-ce que vous avez d'autres réalités à ajouter? Alors, avant de revenir dans le sens de M. Kansonré, permettez-moi quand même de revenir en arrière un peu pour expliquer comment on est passé du concept d'autosuffisance à celui qu'on a aujourd'hui qui est une agriculture
orienté vers le marché, comme le disait quelqu'un tout à l'heure. Alors, il faut rappeler que le Burkina Faso a atteint l'autosuffisance alimentaire en 1986. C'était la dernière fois que ce pays atteignait l'autosuffisance alimentaire. C'est pas moi qui l'ai dit, les faits historiques sont là, oui, et tout le monde peut aller les vérifier. Alors, pourquoi c'était en 1986? Alors, on connaît bien le concept. On était en période révolutionnaire. Ok. Et on était sur une politique qui consistait à compter sur nous-mêmes, à faire les choix par nous-mêmes et à trouver les moyens par nous-mêmes pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. On était en 1986. Sauf qu'à un moment donné, l'ordre économique mondial a changé. Alors, cet ordre économique mondial a changé. On est venu avec ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. Alors, ces programmes d'ajustement structurel ont consisté essentiellement à un désengagement de l'État par rapport à un certain nombre d'investissements. Et l'agriculture aussi n'a pas échappé justement à ces ajustements-là. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à penser qu'il appartenait au marché de donner les orientations aux politiques agricoles. Et au Burkina, il y a une année qui doit rester dans les mémoires, qui constitue un tournant des politiques, c'est l'année 1999. En 1999, il y a eu à Bogandé un forum qu'ils ont appelé un forum de nouveaux acteurs. Et les conclusions de ce forum, c'était justement de voir comment il fallait passer d'une agriculture qu'on a appelée de subsistance à une agriculture productive. Et c'est la mise en œuvre des conclusions de ce forum qui a abouti en 2007 à la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural et en 2009 à la loi Joro 34 2009 portant régime foncier rural. Voilà, qui consiste à libéraliser, il faut le dire, les terres rurales. Alors, donc, la vision qui est derrière cela, c'est en fait de sécuriser le foncier pour faciliter justement la transaction, en faisant appel justement à ce qu'on appelle des agro-business. Sauf que les choses peuvent se concevoir sur les papiers, mais dans les faits, la réalité peut s'avérer autre. Alors justement, effectivement, vous avez des hectares qui ont été récupérés par de grosses pontes de gourous, comme on le dit, sous prétexte que c'est pour faire l'agriculture. Finalement, ça n'a pas marché. Ces fameux agro-businessmen, on ne sait même plus où certains sont passés. Justement, permettez-moi de poursuivre. Oui, alors, donc, effectivement, ce que vous avez dit, c'est ce à quoi on a abouti. On a abouti à une prise de contrôle des terres arables par des acteurs qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Quand vous prenez par exemple des zones comme la province du Giro jusqu'à la lisière de Sicile, ce sont des surfaces qui ont été acquises par des personnes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Vous comprenez? Ce sont des surfaces qui ont été acquises par des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont fait borner les surfaces avec des châteaux souvent, mais en termes de production, il n'y a rien. Donc, même la FAO dit, avec preuve à l'appui, avec calcul à l'appui, que c'est l'agriculture familiale qui nourrit le monde. Ce n'est pas l'agro-business, c'est l'agriculture familiale qui nourrit le monde. Et ce n'est pas pour rien. La FAO même a déclaré la décennie, c'est 2017, c'est ça? 2017-2027, la décennie de l'agriculture familiale. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'il faut vraiment
se focaliser, mettre l'accent vraiment sur les petits producteurs agricoles, et c'est par cette politique qu'on pourra venir à bout de la faim. Je vous répète, la faim n'est pas un problème de production. Malheureusement, la faim là, c'est un problème de politique. Le monde produit suffisamment de la nourriture pour nourrir toute la population du monde. Sauf que il y a des régions qui sont en situation d'excédent et des régions qui sont en situation de déficit. Et donc, il appartient à chaque pays de trouver ses propres moyens, de décider de ses propres politiques agricoles pour pouvoir vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ce que M. Gansouré était en train de dire maintenant. Il dit, si vous prenez par exemple le cas du Burkina Faso, on n'a pas jusque-là une politique cohérente, une politique prospective, avec une vision claire de ce que nous voulons de notre agriculture, par exemple dans 15 ou 20 ans. Vous pensez que c'est avec une daba qu'on va, quand continuant à cultiver avec une daba, qu'on va atteindre la sécurité alimentaire? Il y a quand même un début avec ce qui a été, on a vu l'octroi des tracteurs ces derniers moments. Alors c'est vrai que c'est un appui qui vient pour certains en retard, mais il y a un début quand même. Oui, moi, on ne dit pas que quelque chose n'est pas fait. On dit qu'on n'a pas encore une vision claire, prospective de ce que nous voulons de notre agriculture dans une certaine échéance. D'accord. Alors, vous êtes consultant agricole et dans le développement rural. Est-ce qu'au Burkina, on n'a pas une vision claire de où on veut aller par rapport à l'agriculture? Il y a toujours une vision. En termes de mais est-ce que la nôtre, elle est nette? Ça, c'est la question. Mais, quand même, tu sais, l'État accompagne toujours. Il y a une politique d'accompagnement. Mais il vient de soulever quelque chose qui est très important au temps de l'ajustement. En fait, il y a eu un retrait. Et l'État ne jouait que son rôle régalien. Donc l'accompagnement était... Actuellement, là, si vous voulez, le taux d'encadrement c'est faible. Et maintenant, ce sont les ONG et les associations qui gagnent du terrain. Donc, tout ça, là, c'est dans ce sens. Puisque, à un moment donné, l'État ne pouvait pas, par ses moyens limités, de faire un certain... Mais c'est que la politique est revenue. C'est comme si vous avez fait encore un retour en arrière. Donc, et ça joue. Bon, pour dire également, parce qu'il y a toujours, puisqu'on a toujours décliné les politiques en projets et programmes, il y a des stratégies. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Le terrain n'est pas vierge. Il y a toujours quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est adapté? D'accord. En attendant de savoir si c'est adapté, je vais vous permettre à ceux qui veulent appeler également déjà de noter le numéro. C'est le 25 36 04 04. 25 36 04 04 pour effectivement poser des questions ou faire des contributions. Vous pouvez aussi réagir sur la plateforme du Présimètre donc de Diakonia. Et donc nous allons nous charger de lire vos questions ici ou vos contributions pour vous. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez joindre la plateforme Présimètre de Diakonia pour votre contribution. D'autres vous pourront également appeler au 25 36 04 04. Alors, au début, vous aviez dit d'ailleurs, je me permets un retour, vous aviez dit que l'agriculture burkinabé est orientée vers le marché. Nous voulons en savoir davantage. Ça dit, puisque en faisant le diagnostic, on a trouvé que ce que les producteurs produisaient, ils n'avaient pas l'accès au marché. Donc, on a travaillé à orienter ça vers le marché. Pourquoi? C'est comme on a parlé d'incitation. Si, par exemple, vous investissez et qu'il n'y a pas de retour, par exemple, il n'y a pas de revenu et une valeur ajoutée, pourquoi continuer? En fait, c'est ça. On a été. Est-ce qu'il
il fallait aller directement à cette agriculture tournée vers le marché. En toute chose, il y a des étapes. Donc on est allé sans préparation. Voilà, sans préparation. Par exemple, je voulais revenir sur un point qu'on a soulevé. Oui, allez-y. Et c'est par rapport même à la mécanisation qu'on a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est adapté? Vous avez des terres, si on reprend les bassins cotonniers, là, où ils en sont? Où sont devenus ces terres-là? On a utilisé la mécanisation à outrance. Mais actuellement, est-ce qu'il faut continuer ça? C'est une question, hein? C'est pour faire réfléchir. Oui. Puisque on a commencé par là avec les compagnies du colon pour satisfaire les besoins les produits les matières premières pour l'industrie. Et on est arrivé à un point où certaines zones du pays est devenue aride. D'où toute la difficulté que j'ai soulevée. Est-ce que en faisant la mécanisation, c'est une question, hein? Est-ce qu'en faisant la mécanisation dans ces zones-là, on pourra s'en sortir? C'est déjà terminé. Donc, c'est pourquoi je suis de ceux, comme il l'a un peu souligné, de la promotion de l'agroécologie. Là-bas, au moins, il y a toute la dimension environnementale qu'il faut prendre en compte. Puisque tous nos problèmes aujourd'hui, là, c'est lié à l'environnement. Notre environnement a été détruit. Ça fait que toute la difficulté, là, il faut essayer de remonter cette pente-là. C'est-à-dire à travers la promotion de l'agroécologie. C'est un point de vue. Hein. Si vous regardez toute la partie plateau central, la montagne, là, on n'a plus... Est-ce que faut-il envoyer des tracteurs là-bas pour encore gratter la terre? Je ne sais pas. Mais c'est des points qui... Donc la question de l'utilisation des tracteurs même se pose. Ça peut se poser à certains endroits. Puisqu'il faut les constituer. Je vous ai dit toute la difficulté que les producteurs font actuellement dans certaines parties. Et ça est en train de progresser vers l'ouest et le sud. Hein. Vous avez dit, on a parlé de la zone du Zéro et de la Sicile. En fait, c'est un ravage. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire pour créer des champs. Mais est-ce que vraiment c'est des agriculteurs, c'est des producteurs? Donc, c'est des questions. Donc, en fonction des situations agroécologiques, il faut des mesures adaptées. Donc, il faut, et moi, c'est bon pour la transition écologique. Donc, il faut promouvoir l'agroécologie qui tient compte de beaucoup de choses. Oui, et voilà, donc vous êtes à l'émission Chrono Citoyen, voulue par le programme Présimètre de l'ONG Diaconia avec l'ensemble de ses partenaires, et ça se passe sur notre chaîne de télévision. Vous pouvez contribuer ou poser des questions au 25 36 04 04. Vous pouvez aussi interagir sur la plateforme en envoyant des SMS, soit pour des questions ou pour des contributions. Nous nous chargeons de les lire pour vous. Et si déjà il y a quelques messages, nous pouvons les prendre pour vous. Alors, en attendant, M. Gansonré de la CPF, vous avez entendu, il dit qu'à l'issue de la rencontre de 99 avec les nouveaux acteurs, on a parlé d'agro-businessman qui devrait normalement contribuer à révolutionner l'agriculture burkinabé, et lui il est formel. L'agro-business n'est pas la solution. La solution, c'est l'agriculture familiale qui peut permettre de nourrir le monde. Vous êtes dans le domaine, est-ce que vous partagez cet avis-là? Plus ou moins. Vous voyez, ne confondons pas les choses. Au Burkina, vous avez posé initialement la question, est-ce que on a même parlé de la vision. On a une vision, ici, au Burkina, pour notre agriculture, mais une vision pour gérer le conjoncturel et non le structurel. Ah oui.
il a donné une date de référence où le concept même d'autosuffisance alimentaire, de par même son nom, nous démontre qu'il faut une souveraineté de l'État pour l'atteinte de cette autosuffisance alimentaire. Prenons les deux typologies que l'on veut promouvoir au Burkina. Nous avions essayé de faire une toute petite étude de la contribution de ce qu'on appelle l'agrobusiness à la production nationale. Nous sommes arrivés avec l'évidence que ce type d'agriculture contribue pour la production céréalière au Burkina de 0,04%. Seulement 0,04% seulement. L'agrobusiness. Comprenez qu'aujourd'hui, ça nous coûte quoi d'avoir cette volonté politique affichée, cette vision prospective d'accompagner l'exploitation familiale, agricole, aujourd'hui respectueuse de l'environnement, qui a montré ses preuves qu'elle a la capacité de nourrir cette population avec des appuis différenciés en fonction de la catégorie des exploitations. Vous pensez que dans le plateau central ici, on a besoin de gens qui n'ont que des quarts d'hectares, des tracteurs pour faire ce travail? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'était pas judicieux de voir par rapport aux zones agro-climatiques aujourd'hui, aux zones agro-écologiques aujourd'hui, c'est quel type d'accompagnement faut-il apporter aux exploitations familiales pour un très bon résultat? Mais comme on ne va toujours que sur le conjoncturel, on n'a pas ce temps de réfléchir de façon profonde avec des personnes ressources comme le consultant qui est ici, pour que nous puissions faire des propositions idoines allant dans le sens effectivement de travailler sur le structurel afin que ce pays-là puisse sortir de l'insécurité alimentaire. Ce concept-là, sécurité alimentaire, nous l'a compris à notre façon, que c'est une façon de mettre à disposition de nourriture accessible, à proximité, en permanence, quelle que soit la provenance de cette nourriture. Mais pensez-vous que vous allez confier votre ventre à votre voisin demain qui va fermer sa porte? Vous avez vu en 2008 les émeutes ici. Les émeutes de la faim. Alors, ça doit laisser quand même à réfléchir. Et aujourd'hui, nous disons qu'il y a un effort qui doit être fait. Alors, il y a un effort qui doit être fait. Quand vous parlez d'agriculture familiale qui occupe majoritairement le milieu agricole burkinabé, cette agriculture familiale, concrètement, c'est quoi? En dehors de ce conseil, il y a le chef de famille avec les membres de la famille qui vont au champ. Est-ce qu'il y a autre clarification à faire de ce concept de comment on appelle cela, d'agriculture familiale? Mais à partir du moment où on a même commencé à stigmatiser en fait ce type d'agriculture qui a fait ses preuves, je vous l'ai dit, depuis la nuit des temps. On a commencé à parler de l'agriculture agrobusiness depuis quand? On connaît la donnée, la date 99, qui a aussi donné son résultat. L'agriculture aujourd'hui familiale que nous voulons prôner, c'est dans le raisonnement de ce type d'agriculture respectueux de l'environnement, pourvoyeuse d'emplois. Aujourd'hui, en zone rurale, 97% de cette population jeune est employée dans les exploitations familiales. Même si ce n'est pas un emploi à plein temps. C'est des emplois saisonniers. Je suis d'accord. Mais si elle était accompagnée de façon conséquente et que notre agriculture ne soit pas tributaire de la pluie, que nous puissions effectivement faire des investissements conséquents qui puissent occuper la majeure partie du temps des exploitations familiales aujourd'hui avec la technologie. Quand on parle de technologie, les gens pensent que c'est un gros mot. C'est nos semences là, de base, des semences traditionnelles qui ont été améliorées par notre propre recherche aujourd'hui, qui apportent une plus-value dans la productivité de nos exploitations
Et avec la diversification que fait cette exploitation familiale agricole aujourd'hui, je pense qu'on pourrait atteindre en réalité cette autosuffisance alimentaire parce qu'elle est de façon souveraine. Avant, il y a un slogan: mangez ce que vous produisez. Oui. Consommez ce que vous produisez, produisez ce que vous consommez. Je voulais ajouter. Oui, allez-y. Voilà, c'est pour un peu rebondir sur ce que M. Gansouri a dit. Il faut... D'accord, nous allons prendre un appel avant de continuer. Monsieur Yaro, bonsoir. Monsieur Yaro? Oui, allô? Bonsoir, vous nous appelez, vous êtes à Ouagadougou, nous vous écoutons. Oui, je suis à Ouagadougou, à Wayalgan. Oui, allez-y. Oui. Vous êtes en direct. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc, nous avons sur le plateau donc, des experts qui nous parlent donc, des questions de la sécurité alimentaire, notamment liées donc, aux questions des régimes foncières. Je voulais vraiment savoir aujourd'hui quels ont été les bénéfices donc, des régimes fonciers agraires actuellement en vigueur donc, au Burkina Faso. Donc vous voulez savoir le bénéfice il y a eu des réussites et est-ce que vraiment les gens à l'époque n'ont pas érigé donc des lois en vue vraiment de se partager un certain nombre donc de terres ou de profiter vraiment d'un certain nombre de terres arables. La deuxième question, c'est que fait-on réellement aujourd'hui des questions de pôle donc de développement? Parce que je pense que ça pouvait être une solution, mais jusque-là, on constate une timidité aussi donc à ce niveau-là. Merci. D'accord, merci Monsieur Yaro. Alors, vous restez en direct, nous allons vous répondre tout à l'heure. Vous pouvez faire comme Monsieur Yaro qui nous a appelé de Wayalgan en appelant au 25 36 04 04 ou en nous écrivant sur la plateforme Présimètre de Diaconia. Alors, je vais permettre à Monsieur Gigma de finir son temps de parole avant que nous répondions à la question de M. Yaro. Nous vous prions, M. Yaro, de rester à l'écoute. Tout de suite, nous allons répondre à votre question. Oui, allez-y. Voilà, c'est pour dire, actuellement, il y a... Moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse, même au-delà de l'agriculture familiale. Il faut dire que l'exploitation-là est une entreprise. Entreprise, pourquoi? Puisque dans la tête, chaque fois, nous traitons les producteurs de paysans, de quoi? Alors que non. Est-ce que dire que c'est une entreprise, c'est pas revenir au concept agro-business? Non, pas forcément. Ok. Parce que je peux revenir avec tout ça là. Oui, allez-y. Donc c'est pour dire qu'il faut que déjà nous travaillons au changement de mentalité. Pour dire que le producteur là, c'est une profession. Il a parlé de revenus, ça crée. C'est pourquoi je suis revenu, je rebondis. Oui. Quand on parle d'entreprise, ça veut dire quand on produit les biens et les services, ça veut dire qu'on crée des richesses. Et quand on crée des richesses, il faut la partager. Il faut la partager. Et partager, c'est quoi? Vous allez créer de l'emploi. Parce qu'actuellement, là, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a 3 méthodes. On doit travailler sur l'augmentation du rendement. Et la deuxième, c'est l'augmentation du facteur de production. Je veux parler des terres. Vous savez, nous avons actuellement des terres qui ne produisent plus, à la limite. En tout cas, on a des superficies qui ne sont pas du tout exploitées. Qui ne sont pas du tout. Et ensuite, c'est l'intensité même de la culture. J'allais dire même de la production. Ça veut dire le nombre de récoltes qu'on peut faire dans l'année. Donc, intervient, même si je ne parle pas, dans notre situation, il faut la maîtrise de l'eau. Et avec la maîtrise de l'eau, j'allais revenir un peu, les cultures de contre-saison que un de nos ministres avait entrepris en son temps. Ça a aidé beaucoup de choses, puisque... Fait docteur Salifou. Voilà. C'est pour dire, en fait, que c'était un travail qui demandait la maîtrise de l'eau. Et dès lors qu'on maîtrise l'eau, qu'est-ce qui se passe? On crée de l'emploi, puisque vous allez avoir des ouvriers agricoles. Et ensuite,
L'autre aspect qui est difficile, c'est la deuxième méthode, là, rendre certaines superficies arables. Parce que c'est devenu des terres incultes. D'accord. Voilà. Alors, nous allons vous prier de vous mettre, suspendre votre temps de parole, le temps de répondre à M. Yaro, qui nous a appelé au 25 36 04 04. Sa question, c'est est-ce que la réforme, donc je comprends sur la loi au niveau du foncier aujourd'hui, n'a pas seulement permis que des gens puissent se partager les terres sans pour autant répondre aux besoins. Si je caricature bien sa question. Et la deuxième question, c'était par rapport au pôle de développement. Alors, je vais m'adresser à M. Silga avant de revenir à M. Gansouré par rapport à ces questions-là. Alors, en fait, il parle de la loi. Donc, la réforme, cette réforme foncière-là qui fait des vagues et qui, il constate qu'il y a des faiblesses. Et selon lui, est-ce que ça n'a pas permis que des gens puissent accaparer des terres? Alors, est-ce que c'était fait à dessein ou bien il y avait une bonne volonté derrière qui a été mal exploitée? Moi, je pense qu'il y avait une bonne volonté qui a été pervertie. Oui, allez-y. Alors, parce que quand on lit bien la loi 034 2009 AN, portant régime foncier rural, c'est une loi vraiment qui intègre nos us et nos coutumes par rapport à la gestion du foncier. C'est aussi une des lois dont le processus a été le plus participatif possible. Alors, cette loi voulait sécuriser justement les possessions foncières en milieu rural, ce qui n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Sauf que, vous voyez, prendre une loi sans prévoir à l'avance les mesures de mise en œuvre de la loi peut conduire vraiment à des situations dramatiques telles que celles que nous vivons aujourd'hui. Alors, la sécurisation foncière fait appel à un certain nombre d'institutions foncières à implanter dans les communes rurales. On a les services fonciers ruraux, la commission foncière villageoise, alors les chartes foncières locales et voilà la commission de conciliation foncière villageoise. Voilà les institutions à mettre en place. Sauf que ça demande notamment pour le processus un certain nombre de techniciens qu'il faut payer. Et les communes rurales n'ont pas l'argent pour employer ces techniciens-là. Et donc l'État, qui n'a pas les moyens de la mise en œuvre de cette loi, compte maintenant sur ses partenaires techniques et financiers. Il n'y a que les MCA qui a pu accompagner quelques communes. Donc vous voyez, on a élaboré une loi pour pouvoir permettre la sécurisation des possessions foncières et les moyens de mise en œuvre de cette loi-là n'ont pas suivi. Conséquence, ça a créé un effet pervers. Ça veut dire que la loi a été mal expliquée aux ruraux et ça a été à dessein. Vous leur disant, et si vous ne vendez pas de toutes les façons, on viendra vous retirer vos terres. Ça c'est un. Et de deux, ceux qui veulent sécuriser leur possession n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire. Et aussi, même dans les communes où les MCA a pu favoriser l'implantation de ces institutions foncières rurales, le coût n'est pas toujours accessible aux paysans. Parce que normalement la sécurisation initiale doit coûter entre 35 000 et 40 000, ce qui n'est pas du tout accessible à tous les paysans. Vous comprenez? Donc la conséquence a été quoi? Que des gens, des personnes qui ont les moyens sont allés voir les paysans sur leur terroir, alors leur faire des propositions alléchantes, et on s'interroge même sur le processus qui a été suivi pour la sécurisation de ces terres-là.
En tout cas, je sais qu'au niveau de l'Observatoire national du foncier, il y a eu une étude qui montre que la plupart de ces acquisitions-là n'ont pas suivi le processus décrit, prévu par la loi sur le foncier rural. Donc, en conclusion, pour répondre à M. Yaro, moi je pense que les intentions étaient bonnes, mais il y a eu, comme toute loi, des effets pervers. Et le manque de moyens, justement, pour permettre la sécurisation de ces terres-là au profit des paysans n'ayant pas suivi, on a abouti justement à une prise de contrôle des terres par des personnes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. M. Gansoré, est-ce que c'est votre avis? Tout à fait. Mais s'il y a une chose que nous avions au Burkina fait de mieux, c'est l'élaboration de ce texte qui régit le foncier au Burkina. Donc les textes sont parfaits. Il a dit que c'était de façon participative pour la loi 034. Au regard effectivement de la situation, nous avons même anticipé pour la gestion de notre foncier au regard du développement de la démographie et les options que l'on n'avait pas derrière la tête pour accompagner le développement agricole dans ce pays et de façon à apporter une certaine sécurisation dans la recherche de la paix pour ce pays. Malheureusement, nous sommes laissés prendre par une certaine considération d'une certaine classe de ce pays qui nous ont conduits vers le désastre par rapport à la compréhension des premiers utilisateurs de ce foncier. La majeure partie des utilisateurs de ce foncier, même si effectivement on parle du milieu citadin, c'est d'abord un milieu rural. L'information qui est revenue après ce document consensuel, où effectivement nous avions intégré nos us et coutumes, et nous avions arrimé l'égalité et traditionnelle, où nous avions pensé que, en prenant en compte un certain nombre de valeurs intrinsèques à notre culture, on pouvait arriver à mieux gérer ce pays, a été dénaturé dans l'information pour ceux-là et certaines multinationales qui ont vu qu'au Burkina Faso, nous avions un potentiel. Et ce potentiel, c'est quoi? Le potentiel terre aujourd'hui qui n'était pas encore exploité. Regardez juste la nouvelle alliance qui nous avait été proposée, qui nous demandait d'ouvrir notre marché foncier, d'ouvrir nos frontières pour que nous puissions avoir tout azimut des technologies, des semences OGM pour assaillir notre... Comprenez que derrière, il y a un intérêt particulier pour certaines couches qui ne dit pas son nom, qui ont perverti, comme il a dit M. Siliga, cette bonne volonté vraiment de gérer notre foncier. D'accord. Alors, je rappelle, de toute façon, le numéro s'affiche à l'écran, c'est le 25 36 04 04. Vous pouvez prendre part à cette émission en appelant, donc en composant ce numéro-là, 25 36 04 04, mais aussi en réagissant sur la plateforme Présimètre de Diaconia. Alors, je reste avec vous pour sa deuxième question, c'est sur les pôles de développement. Nous avions vraiment, au départ de ces pôles de croissance, nous avons cru à un réel moteur de tirer notre production à partir des pôles de croissance. Même l'agro-business qu'on dit, c'est pas mauvais. Mais est-ce que l'agro-business aujourd'hui, dans la conception que nous faisons de cet agro-business, c'est de venir s'accaparer de terre? Pourquoi l'agro-business ne viendrait pas prendre la production de ces exploitations familiales, en faire de la transformation, de la distribution et de la vente? Mais nous avons aujourd'hui compris que les pôles de croissance, initialement, qui avaient été conçus pour tirer notre production agricole
un peu plus haut, a aussi rencontré la même difficulté que la gestion du foncier au Burkina. Allez-y à Bagré. Regardez ce qui se passe. Allez-y, aujourd'hui, Samandini est en train de rentrer, il n'est pas encore dedans, dans le pôle de croissance. Mais regardez ce qui se passe. C'est des discours aujourd'hui pour nous. Les pôles de croissance ne sont pas très bien réfléchis. Les pôles de croissance sont faits juste pour faire plaisir depuis les passes jusqu'à maintenant à des multinationales, à des investisseurs privés qui viennent dans notre pays pour autre chose que de la production. D'accord, il y a Edmond qui nous appelle de Ouagadougou. Edmond, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Edmond, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va bien, je rappelle que vous nous appelez de Ouagadougou. Oui, c'est ça. Oui, allez-y. Voilà. Moi, c'est par rapport au thème de ce soir. Oui. Voilà, je partage l'avis de M. Sirega. Oui. Voilà, et ma contribution aussi, vraiment, on veut faire face aux crises alimentaires et puis autosuffisance au Burkina là. Oui. C'est par rapport aux terres là, des paysans. L'idée, il ne faut plus que les paysans vendent les terres, mais si quelqu'un vient avec un projet, on loue la terre pour que la personne travaille. Donc il faut louer la terre. Voilà, il faut louer les terres. Il ne faut pas vendre les terres. Voilà. Oui, allez-y. C'est votre contribution. Voilà, c'est ma contribution. D'accord. Merci. Voilà, en faisant ça, la personne va exploiter les terrains, les villageois vont en profiter, mais une fois vendre la terre, il n'y a plus d'espace pour cultiver. Donc on ne peut plus faire face aux crises alimentaires. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Moi, ma contribution, c'est ça. C'est juste ça que mon apport. D'accord. Merci bien. Alors, Edmond estime qu'il faut louer simplement les terres, il ne faut pas les vendre. Alors, M. Ganson, si vous avez fini, il y a M. Silga qui demandait la parole. Vous avez fini? Oui. Alors, d'accord. Allez-y, M. Silga. Oui, justement, je voudrais... Une minute, excusez-moi. S'il y a des SMS, on peut les lire. Donc, maintenant, vous pouvez continuer. C'était juste pour donner l'information à la réalisation. Vous pouvez continuer. Allez-y. Justement. Et vous voyez, ce qui a vraiment favorisé la perversion de cette loi-là, c'est le fait pour l'État de n'avoir vraiment pas prévu les moyens de la mise en œuvre de cette loi. Mais parce que comment vous pouvez élaborer une loi et compter sur les partenaires techniques et financiers et compter sur des ressources extérieures pour mettre en œuvre votre propre loi? La loi est une question de souveraineté. Et selon les calculs qui avaient été faits par la DG Fomer, il semble que pour mettre en œuvre cette loi, il lui fallait mobiliser 15 à 16 milliards de francs CFA. Donc il faut 15 à 16 milliards pour que les services, les institutions foncières rurales soient implantées dans toutes les communautés, dans toutes les communes rurales et soient fonctionnelles. Alors depuis 2009, pouvons-nous dire que nous n'avons pas pu vraiment nous arranger sur le plan budgétaire de façon à dégager ces 16 milliards pour mettre en œuvre notre loi? Est-ce normal qu'on ait pu vraiment élaborer une loi dont la mise en œuvre suscite la mobilisation de telles ressources et qu'on n'ait pas pu penser avant? Moi, je pense qu'il y a vraiment une insuffisance majeure à ce niveau. Alors, je voulais aussi dire quelque chose. Aujourd'hui, actuellement là, comme M. Djigman le disait, on constate justement un rétropédalage. Vous n'écoutez pas actuellement les discours? Actuellement là, tout le monde est en train de parler de consommation locale, transformation locale. On importe trop de lait, on importe trop de ceci. On est en train de vouloir en tout cas faire en sorte que la production locale soit boostée. Et cette année, qu'est-ce qu'on a remarqué?
On a remarqué, selon le discours même du ministre de l'Agriculture, c'est dommage que le ministère n'ait pas daigné répondre au président à cette institution, à cette invitation. On dit que le président a dit de faire tout pour qu'on ait 1 million de tonnes de riz cette année. D'accord, une minute. Excusez-moi, il y a M. Bandé qui nous appelle de Bobo. Nous allons prendre le téléphone puis revenir. M. Bandé, bonsoir. Bonsoir, M. Bandé. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Bobo Dioulasso. Oui. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. D'accord, je suis là pour contribuer. Oui, allez-y. Je voulais interpeller le gouvernement à propos de crise alimentaire. Oui. Parce qu'il y a trop de terres ici qui ne sont pas exploitées. Donc il y a beaucoup de terres non exploitées. Il y a des terres qui sont là. Il y a trop de titres fonciers au Burkina. Alors que les villageois ont besoin de terres pour cultiver. Souvent, tu pars trouver dans les villages quelque chose de 10 hectares, 15 hectares. Les villageois n'ont pas accès à ça. Les terres là sont là déposées 10 ans, 5 ans, 3 ans, ça ne travaille pas. Il faut que le gouvernement revoie ça pour pouvoir que les villageois puissent accès à leurs terres pour pouvoir cultiver. Maintenant, s'ils ont accès à leurs terres là pour cultiver, du jour au lendemain, peut-être que ça va aller. Sinon, comme ça, là, les terres là sont là déposées, ça ne travaille pas. Les gens ont besoin de terres pour travailler. Il y a trop de titres fonciers qui sont disponibles au Burkina. Il faut que le gouvernement essaie de voir ça. Voilà. Et puis, au niveau des villages bas-fonds, là aussi, il y a des problèmes d'eau. S'il peut faire au minimum des petits barrages pour que les villageois puissent accès à ça aussi, pour alimenter leur culture, quoi. Voilà. C'est mon contribution, quoi. D'accord. Merci M. Bandé, merci d'avoir appelé. Également merci à M. Yaro et à Edmond qui nous ont aussi appelés. Vous pouvez faire comme ces trois messieurs en appelant au 25 36 04 04 ou en écrivant sur la plateforme Présimètre de Diaconia. Alors je vous laisse poursuivre. Voilà, c'est une contribution qu'il a faite. Voilà, je poursuis. Oui, allez-y. Alors, donc le président a instruit à son ministre de l'Agriculture de faire en sorte qu'on puisse produire 1 million de tonnes de riz. Alors qu'habituellement la production de riz tourne autour de 300 000 tonnes. M. Gansore pourrait éventuellement me rectifier si je me suis trompé. Pourquoi? Mais c'est à cause de la pandémie, de la Covid-19. M. Djigma a bien donné la précision qu'il fallait faire entre justement la sécurité alimentaire et l'autosuffisance. M. Gansore a donné l'explication. Parce que dans le concept de sécurité alimentaire, là, c'est la disponibilité et l'accessibilité sans égard au lieu de production et de provenance, d'approvisionnement. Pourvu qu'on puisse en tout cas faire venir la nourriture si on n'a pas pu produire sur place. Sauf qu'avec la maladie là, on ne sait pas si ceux qui nous fournissent là pourront le faire, continuer à le faire. C'est ça. Parce que les catastrophes de ces gens-là peuvent mettre vraiment en péril la production mondiale. Vous comprenez? Et si vous êtes dépendant nous avons un coup de fil, je vous reviens. Monsieur Nadenga, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez de Ouagadougou. Oui, exactement. Vous êtes en direct et nous vous écoutons. Alors, toutes mes félicitations donc à toute l'équipe de Troy TV. Merci beaucoup. Voilà pour cette initiative. Ok, merci. Voilà, je suis cette émission avec grand intérêt. Oui, allez-y. Voilà. Alors, juste ma modeste contribution. Oui. Bon, je pense que le problème foncier concernant donc l'agriculture actuellement relève donc de l'incapacité ou de l'incompétence donc de l'État burkinabé. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays où l'économie même, où je vais dire, en tout cas la majeure partie de la population repose sur donc l'agriculture, ça veut dire à 90% près, je vais dire. Alors, l'État
se permettent donc de ne pas s'impliquer entièrement dans la gestion donc de cette crise-là. Et vous voyez, prenez l'exemple par exemple de Souriou, de Bagri. Je pense que c'est l'État même qui a occasionné le développement donc, de cette politique narcissique-là. Voilà. Chacun cherche à avoir pour lui. Bon, je vais prendre le terme caractère. Oui. Voilà. Chacun cherche à avoir pour lui et non à avoir l'intérêt général. Et ça, c'est vraiment désolant. Voilà. Je partage donc l'avis de monsieur Sidiga. Voilà. Il y a un autre invité là-bas. Il y a M. Guigma et puis M. Gansonré. L'émission en cours, hein, voilà. Donc il y a M. Guigma et M. Gansonré. Voilà, tout à fait. Donc franchement, pour résoudre donc cette équation de mal exploitation foncière donc côté agriculture là, il va falloir que chacun y mette son niveau de côté et prenne l'affaire au sérieux. Voilà. D'accord. Non, c'est vraiment désolant. Okay. Vraiment désolant. D'accord. Franchement. Vous avez fait. Voilà, c'était juste la petite conclure. Contribution. D'accord. Voilà, excellente suite à vous. Merci bien et bonne soirée aussi à vous. Merci. Voilà, M. Nandenga nous a appelé de Ouagadougou pour une contribution. Je vous laisse terminer avant de revenir vers M. Guigma pour une question. Oui. Je termine. Oui. Donc, cette instruction-là, c'est pour anticiper. Si les pays qui nous fournissent habituellement de riz arrivaient à en manquer, que nous puissions effectivement disposer de notre propre riz. Mais est-ce qu'il fallait vraiment attendre cette situation pour aller dans ce sens? C'est un pas, c'est bon. Et comme on l'a dit, il n'y a pas de vision là. Quand on dit qu'il n'y a pas de vision claire là, à long terme là, de façon structurelle là, c'est de ce côté. Permettez-moi de dire quelque chose sur ce que M. Edmond disait là. Oui. Alors, il faut dire que si les terres étaient sécurisées, si la sécurisation foncière rurale telle que la loi l'a voulu là était effective, mais quand les paysans a son APFR, attestation de possession foncière rurale, les paysans peuvent tout à fait signer un bail avec un agro-businessman, avec un producteur, un gagnant-gagnant, où il va récolter des loyers et mettre les terres arables à la production de celui qui a loué. Donc, si la sécurisation fait défaut, mais comment voulez-vous qu'on puisse louer de façon sécurisée des terres? Voilà la problématique. D'accord. Alors, M. Guigma, qu'est-ce qu'il faut faire? Relire la loi ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, ou bien retirer ceux qui ont ces grandes surfaces, mais qui ne font plus rien, alors que le paysan ne peut plus venir sur ces mêmes terres. Il a concédé à quelqu'un qui est venu lui présenter un projet: je vais installer une ferme agricole, ça va marcher, on prendra même vos enfants. Après, il disparaît, il ne revient plus, mais le paysan ne peut même plus y accéder. Il a déchanté. Il ne peut pas faire employer ses enfants. Monsieur aussi qui a pris l'espace n'est plus là. Alors, est-ce qu'il faut relire la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, je voulais un peu revenir en arrière. D'accord, donc nous allons pouvoir revenir avant de répondre à cette question. Voilà. C'est par rapport à ce que le premier monsieur a posé, parler de... Monsieur Yaro. Monsieur Yaro. Vous voyez, quand il y avait la RAF, oui, il y a eu des difficultés. Les gens, moi je pense que ces difficultés ont fait peur aux gens et ils ont abandonné. Alors que quand la RAF a été chose là, on a fait un programme pour accompagner. C'était le PNGT, le Programme National de Gestion des Terroirs. Oui, qui a eu sa phase 1 et 2. Voilà, c'était dans ce sens. C'est-à-dire, vous voyez, le fait qu'il y a eu des difficultés, les gens ont abandonné. Alors qu'on avait associé, c'est là qu'on avait créé la commission villageoise de gestion des terroirs. Dans cette démarche-là, on pouvait capitaliser pour arriver. Vous voyez, il y a eu manque de capitalisation. Donc, c'est ça qui crée le problème. Donc, pour dire, les choses, c'est une bombe. Hein. Je vous dis, c'est une bombe.
c'est une bombe à retardement par rapport à cette histoire des terres retirées par des agriculteurs qui ne sont pas agriculteurs. C'est ça. Parce que si vous avez pris, c'est pour produire. Mais on constate que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas comment on va résoudre ça. Je ne peux pas me prononcer pour dire qu'il faut retirer. Parce qu'il y a eu quand même un processus dans ce sens. Mais c'est fou pour vous dire. Est-ce qu'il y a une possibilité de relire la loi? Il y en a. Il y a une possibilité. Mais c'est bon que cette loi-là a été participative. Donc vous voyez, si on avait continué avec nos commissions villageoises, on allait exploiter beaucoup de résultats par rapport à cette gestion des terroirs qui commençait déjà à donner des vocations aux terres villageoises. D'accord. Alors maintenant, je reviens. Il y a l'aspect les pôles de croissance là. En fait, M. Gansouri avait... Dori. Alors, M. Dera nous appelle de Dori. Nous allons prendre M. Dera avant de revenir. Bonsoir, M. Dera. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes en direct sur TV. Nous vous écoutons. D'abord, je voulais vous remercier. Oui, je vous allez-y. Et saluer l'émission. Oui, merci. Bon, mais moi j'ai un point de vue que par rapport à ce que M. Silva dit. Oui. En fait, c'est vrai, la circulation foncière est très bien. Mais si on va voir si c'est mal géré, si on va reprendre par exemple l'exemple de l'Afrique du Sud, on a vu qu'en tout temps là-bas, avec les questions foncières, ça n'a pas été facile parce que c'est mal géré. Oui. Bon, donc effectivement, il faudra quelque chose pour mettre à l'aise les paysans qui doivent même exploiter les terres pour ne pas dans l'avenir avoir des intérêts. Allô, allez-y. Oui, allô. Oui, nous vous écoutons, allez-y. Voilà, puis bon, vous voyez, je suis propriétaire terrain, c'est mon village, on vient, on prend, et à la fin, les petits-fils viennent, ils n'ont même pas de terre acquis. Voilà, nous l'avons perdu. Nous disons merci à M. Dera qui nous a appelé depuis Dori. Nous l'avons perdu, toutes nos excuses. L'émission se poursuit, c'est Chrono Citoyen. Et donc, vous pouvez appeler au 25 36 04 04. Il ne faudrait pas que je me trompe de numéro. Alors, vous aviez la parole. Allez-y. Non, c'est pour également parler des pôles de croissance. Oui. C'était vraiment une initiative à louer. Parce que ça allait lancer les chaînes de valeur. Puisque, en fonction du milieu, il y a une possibilité de produire, parce qu'il y a une richesse qui existe déjà. Donc, on s'assoit sur cette richesse pour la propulser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez la dernière pôle de croissance à Dori, les gens ils ont parlé pôle de croissance de l'or, des mines. Alors que la zone du Sahel, là, oui, c'est par excellence. Le volet pastoral. L'élevage a été royalement ignoré. Donc quand on a critiqué ça également, ils ont ramené ça en développement régional, en programme de développement régional. Et ça a cassé le rythme. Ça a cassé le rythme. C'est pour vous dire qu'on ne va pas au bout. C'est-à-dire chacun vient, il n'y a pas une continuité, quoi. Donc quand il n'y a pas de continuité, ça pose problème, puisque à chaque fois vous chamboulez. Ce qui peut être capitalisé là, on ne regarde même pas. On fonce, on donne d'autres idées qui n'ont rien à voir avec eux. Donc actuellement là, moi je pense même que j'ai l'impression qu'on a abandonné ça. Hein. D'accord, ok. Ouais. En attendant, nous allons prendre M. Poda du Ouagadougou avant de revenir. Bonsoir M. Poda. Bonsoir à tout le monde. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. C'est par rapport à l'agriculture. Oui. Je suis un profane dans ce que nous consommons. Est-ce que vos invités peuvent nous expliquer, parce que nous, on aura appris que les riz que nous importons, oui, c'est leur stock de sécurité. Ça veut dire que ce que nous mangeons, c'est du riz
à 9 à 10 ans. D'accord. Et maintenant, on change des étiquettes pour nous envoyer. Ok. Est-ce que c'est pas mieux que les invités puissent nous situer sur ce que nous consommons? D'accord, c'est ça votre question. Voilà, c'est ça ma question. D'accord, c'est tout? Ah oui. Ma deuxième question est que quand on parle d'agro-business, personnellement, je suis contre ça. Ok. Car l'agro-business suppose que des gens qui ne vont pas se soucier de votre environnement vont venir s'installer. Même en 2-3 ans, ils vont appauvrir vos terres et puis repartir. D'accord. C'est pas mieux d'axer nos politiques là sur les exploitations familiales là. D'accord. Voilà. Merci bien. Je vous remercie. Merci bien. Alors, sur la question du riz importé, il dit qu'il a appris que ce sont de vieux stocks et que d'ailleurs c'est des stocks de sécurité qui sont reconditionnés et vendus et coulés sur nos marchés. Comme vous êtes activiste dans le domaine de la défense des droits pour que les uns et les autres puissent avoir accès à l'agriculture, alors je vous pose la question avant de revenir à M. Gansonré par rapport à la loi sur le régime foncier rural. Alors vous, est-ce que vous avez des informations que c'est de vieux riz, c'est des stocks de sécurité qui nous sont ramenés ici? Alors, je n'ai vraiment pas d'informations exactes sur cette question. Peut-être que la Ligue des consommateurs voilà, peut ultérieurement, en tout cas, vous revenir pour des compléments d'informations. Mais je vais répondre par analogie, selon un raisonnement logique. Aucun pays ne va prendre, en tout cas, son stock essentiel pour vendre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Vous ne pouvez pas vendre ce dont vous avez besoin obligatoirement pour vous nourrir. Vous ne pouvez vendre qu'un surplus. Et vous pouvez vendre qu'un surplus dont vous pouvez vous passer. Dans le superflu. Sans souci majeur. Donc, l'hypothèse selon laquelle, en tout cas, le riz importé serait un stock de sécurité contre des stocks me paraît tout à fait raisonnable et plausible. D'accord. Alors, M. Gansonré, faut-il relire la loi? Est-ce que c'est tard? Rien n'est tard pour bien faire. Alors, nous allons prendre un message avant de continuer. Alors, M. Traoré, qui nous écrit depuis les Hauts-Bassins, nous n'avons pas de politique de financement clair de l'agriculture de façon durable. C'est une question. Tant que l'agriculture fonctionnera sur la base du budget de l'État qui n'est disponible qu'au deuxième semestre, il y aura encore des problèmes. À cela s'ajoute la garantie du prix des produits. Alors, donc, nous n'avons pas de politique de financement clair de l'agriculture de façon durable. Tant que l'agriculture fonctionnera sur la base du budget de l'État qui n'est disponible qu'au deuxième semestre, il y aura encore des problèmes. À cela s'ajoute la garantie du prix des produits. Alors, on a l'impression que c'est un initié qui parle parce que quand il parle du budget de l'État qui n'est disponible qu'au deuxième semestre de l'année, c'est quelqu'un qui connaît bien le domaine. Alors, M. Gansonré, vous aviez la parole. Est-ce qu'il est tard par rapport à cette loi? Parce que on a l'impression que si rien n'est fait, ça va se compliquer de jour en jour et puis ça va créer beaucoup d'autres problèmes. Je crois, parce que ce qu'on voulait se prévenir, on ne va pas pouvoir l'éviter. Cette loi d'emblée qui a été élaborée, comme on l'a dit, de façon consensuelle, devait avoir une rélecture 10 ans après sa mise en œuvre, qui devait nous permettre de voir... Mais les 10 ans sont déjà révolus. 10 ans révolus, mais l'échantillon que nous avions pour la rélecture de cette loi n'est pas significatif. Vous a dit, c'est le MCA qui a accompagné l'État à un certain moment donné à mettre en œuvre cette loi dans certaines régions. Il y a quelques projets et programmes où effectivement l'orientation avait été donnée d'intégrer la question de la sécurisation foncière dans les projets, mais ce n'est pas significatif aujourd'hui. Mais quand on regarde, cette loi avait vraiment dans son contenu
penser à toutes ces questions dont nous vivons aujourd'hui. La question des ventes, la question des locations, la question de bail, la question des prêts. Elle a toute jusqu'à la détention pour permettre à la population, à travers les chartes foncières locales, de dire à quelqu'un qui a bénéficié d'une superficie, puisque même l'octroi de superficie a été balisé, un certain nombre de superficies qui est dans les cordes de la population ou de la municipalité, mais au-delà d'une certaine superficie, c'est le conseil des ministres qui le dit. Ouais. Mais une chose, c'est d'avoir un beau document, une autre, c'est de mettre en œuvre ce document-là pour résoudre la question. Il a parlé tantôt des organes de gestion, de la gouvernance même du foncier rural. Le CONA-SFC, c'est la Commission nationale de sécurisation foncière qui était l'organe de gestion, de proposition à l'État par rapport aux insuffisances qu'on aurait observées dans la mise en œuvre de cette loi. Elle n'a même pas fonctionné. Depuis combien d'années? Plus de 2 ans. Cet organe n'a pas fonctionné. Comment voulez-vous qu'on refasse la réélecture de cette loi? Elle est obligatoire, qui va nous permettre, malgré l'échantillon qu'on a, de pouvoir apporter des éléments, des réponses sur certaines questions que nous avons vues. Alors, je reste avec vous par rapport à la question du financement. Alors, il dit que ça vient en retard. Monsieur Traoré, donc de Haut-Bassé, dit que ça vient en retard. Il vient au deuxième semestre de l'année, le budget de l'État. Par rapport au mécanisme de financement, il y a déjà une banque qui a été créée, donc la Banque agricole du Burkina Faso, pour ne pas faire la publicité, la BADF qui a été créée. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on finance également, surtout quand on parle d'agriculture familiale? Très bien. Il a vu juste, hein, ce n'est pas un profane de la question. Vous savez, aujourd'hui, même les budgets qui sont alloués au secteur rural subissent des réaménagements budgétaires à un certain moment donné. Ces budgets qui sont alloués à l'agriculture ne sont pas sécurisés. Pour la simple raison qu'on vote un budget pour une année T et c'est au second semestre qu'on libère, n'est-ce pas, ce budget pour permettre au secteur de travailler. Et on veut du résultat dans l'immédiat, on veut que ça soit bien fait. Comment on peut faire des choses comme ça? Vous donnez 100 francs à quelqu'un de réaliser une activité qui va vous rapporter au finish 150 francs aujourd'hui. Après, demain, vous revenez, vous dites, je vous avais donné 100 francs pour la réalisation de telle activité pour tel objectif à atteindre, mais nous allons revoir à la baisse le montant qu'on vous a donné, mais on ne change pas l'indicateur de l'objectif à atteindre. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai, l'État a mis des instruments aujourd'hui, des financements. Mais, s'il vous plaît, cette banque de développement agricole que nous avons tant souhaité, nous l'avons même demandé lors de nos journées nationales de paysans avec le chef de l'État, à autre occasion pour dire nous avons besoin d'avoir un instrument qui va accompagner l'exploitation familiale agricole avec des produits financiers adaptés à son activité. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, en dehors de ce que nous sommes en train de vouloir encore demander, la création du fonds de développement agricole qui peine. La banque n'a pas résolu le problème? La banque n'a pas résolu notre problème à 100%. Non. D'abord, parce que nous avions demandé à ce que ce soit une banque agricole. Ce n'est pas pour rien qu'on dit banque de développement agricole. Mais c'est le A. C'est juste ça que nous voyons dans cette banque-là aujourd'hui. Les conditionnalités, l'accessibilité des crédits sont restées comme des crédits classiques que nous avons rencontrés dans les banques. Les études ont été faites. En d'autres termes, c'est qu'elles peuvent vous donner, les autres banques également peuvent vous donner. Voilà. Donc par conséquent, ça veut dire ça ne répond pas
à l'attente de la profession agricole aujourd'hui. D'accord. Alors, il ne nous reste que 2 minutes. Je vais vous permettre votre dernière réaction avant de prendre celle de M. Djigma. Je dis vraiment qu'il ne nous reste que 2 minutes. Donc, on va aller franchement 1 minute par invité. Alors, que faire? Je vais répondre à la question que faire. Oui. Alors, selon ce dont nous avons parlé ce soir-là, il nous faut vraiment être cohérents, très sérieux, et surtout apprendre de nos erreurs et de nos insuffisances. Il nous faut apprendre à capitaliser les choses. Parce que, vous voyez, il nous faut savoir où on veut aller et comment y parvenir. Moi, je pense, par rapport au foncier là, il nous faut faire l'état actuel de notre foncier rural. Il nous faut sécuriser. Il a dit que l'État doit trouver les moyens de sécuriser les terres rurales. Permettre aux paysans de sécuriser leurs terres à l'ère des moyens de l'État. Même la loi actuelle, l'article 74 dit qu'il y a un décret qui est pris et qui doit même permettre le retrait des terres qui ont été acquises et qui ne sont pas mises en valeur. Tous ces textes-là existent, mais ces textes-là ne sont pas appliqués. Il faut les appliquer tout simplement. Je n'ai pas fini. Excusez-moi. Les députés ont fait un état sur le foncier, sur les parcelles-là. Le Parlement à venir n'en a qu'à chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le foncier rural. D'accord. Et comme ça, on prendra des mesures pour juguler. D'accord, donc déjà un projet d'enquête parlementaire est sur la table des prochains députés. Alors, monsieur Djigma, je termine avec vous. Oui, moi, il faut dire que le changement climatique a beaucoup impacté notre agriculture. De ce fait, moi, je trouve qu'il faut faire la promotion de l'agroécologie. C'est-à-dire, en fonction du contexte, on fait l'analyse et on propose les solutions. Mais une solution tous azimuts qui part dans tous les sens. Dans tous les sens, on aura des problèmes. C'est contre-productif. C'est contre-productif. Donc c'est pour l'exemple. Pourquoi je louais l'initiative pôle de croissance là, c'est ça. Parce qu'en fonction de chaque zone, il y a déjà une richesse. Et on s'appuie là-dessus pour pouvoir aller de l'avant. Donc, de ce fait aussi, c'est le développement des chaînes de valeur. Et qui dit chaîne de valeur parle de valeur ajoutée. Donc, c'est ce que je voudrais... D'accord. Ouais. Donc c'est sur ces notes que cette émission prend fin, parce que c'est aussi la fin de cette émission. Mais je suis désolé, je ne pourrais pas vous donner un dernier temps de parole parce que il est pratiquement l'heure. Nous disons merci à Yasmine Konaté, à toute son équipe. Nous disons également merci à Diakonia qui a facilité cette émission. C'est la fin de cette série d'émissions Chrono Citoyen du programme Présimètre de l'ONG Diakonia et de l'ensemble de ses partenaires. Tout le plaisir a été pour moi d'avoir présenté cette émission pour vous 3 semaines durant. Donc nous disons merci à monsieur Jean-Bruno Djigma, il est consultant en développement agricole et rural. Encore merci de votre présence. Nous disons également merci à monsieur Lucien Silga, coordonnateur de FIAN Burkina. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et merci également à monsieur Marc Gansonré. Il préfère qu'on appelle d'abord agriculteur avant de mettre en avant ses charges administratives au niveau de la CPF, parce qu'il est secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso, la CPF. Encore merci d'être venu. Merci. Madame, messieurs, vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes ces personnes qui nous ont appelés ce soir et à ceux qui nous ont envoyé un SMS. Encore merci. Bien de choses chez vous. C'est la fin de cette émission. Merci et au revoir.